Dans les deux capsules précédentes, nous avons vu que la lumière pouvait à la fois se comporter comme une onde électromagnétique, mais aussi comme un faisceau de particules appelé les photons. Dans le cadre de cette capsule, nous allons étudier l'interaction entre la lumière et la matière, c'est-à-dire entre les atomes et les molécules qui la constituent. L'interaction entre la lumière et la matière a été notamment étudiée en 1914 par les physiciens Franz et Hertz. Ces deux physiciens ont envoyé dans une ampoule de verre contenant des atomes d'hélium gazeux des électrons produits par un filament chauffé. À l'intérieur de cette ampoule de verre, ils ont placé trois électrodes que j'ai nommées grille 1, grille 2 et récepteur. Entre la première grille et la deuxième grille, ils ont appliqué une tension électrique que j'ai notée grand V. Du fait de cette tension, les électrons qui entrent dans cette zone sont soumis à un champ électrique grand E perpendiculaire aux armatures, de sorte qu'ils subissent une force électrique, Fe, qui est égale à moins E fois le champ électrique, qui tend à les accélérer. Ainsi, plus la tension grand V appliquée entre la grille 1 et la grille 2 est élevée, plus l'énergie cinétique de ces électrons va être importante. D'autre part, entre la grille numéro 2 et le récepteur, ils appliquent une autre tension que j'ai notée ici, VA. Mais cette fois-ci, comme vous pouvez le remarquer, le sens de branchement de ce générateur est inverse par rapport au sens de branchement des deux autres générateurs, de sorte que les électrons qui entrent dans cette zone sont soumis à un champ électrique qui est orienté dans le sens inverse par rapport au champ électrique précédent. Ils sont alors soumis à une force électrique qui tente à les faire ralentir avant d'arriver au niveau du récepteur. Alors, dans cette expérience, Franz et Hertz vont faire varier progressivement la tension d'accélération que je notais grand V, et ils vont chercher en fait à détecter les électrons qui arrivent sur le récepteur et aussi à mesurer leur énergie cinétique en mesurant à l'aide d'un ampèremètre l'intensité du courant qui circule dans le circuit électrique. Alors qu'obtiennent-on? Dans un premier temps, ils observent que l'intensité du courant reste nulle tant que la tension accélératrice appliquée grand V reste plus petite que la tension de freinage VA. En revanche, dès que cette tension accélératrice de grand V devient supérieure à la tension de freinage VA, ils observent que l'intensité du courant qui circule dans le circuit électrique augmente. Mais lorsque la tension atteint une valeur de 16,21 volts, ils remarquent une chute d'intensité dans le circuit électrique qui s'accompagne en même temps de l'émission d'une radiation ultraviolette. Ensuite, lorsqu'ils recommencent à augmenter la tension accélératrice appliquée entre la grille 1 et la grille 2, ils enregistrent à nouveau une augmentation de l'intensité du courant jusqu'à ce que la tension accélératrice atteigne la valeur de 32,72, où là, cette fois-ci, à nouveau, ils enregistrent à nouveau une chute d'intensité qui s'accompagne à nouveau de l'émission d'une radiation ultraviolette. Ainsi, Hertz et Franz observent ainsi une série de chutes d'intensité de courant pour des valeurs discrètes de tension accélératrice. Alors, comment expliquer ces variations d'intensité? Donc lorsque les électrons se déplacent dans le tube en verre, ils vont heurter les atomes d'hélium. Mais dans un premier temps, au cours de ces chocs, les électrons ne vont pas céder une partie de leur énergie cinétique aux atomes d'hélium, de sorte en fait qu'ils ne seront pas ralentis et ils vont ainsi parvenir jusqu'au récepteur puisqu'ils n'ont pas perdu d'énergie cinétique. On parle alors en fait de choc élastique. Mais en fait, pour certaines valeurs de leur énergie cinétique, Franz et Hertz ont envisagé que
les électrons ne subissaient plus de chocs élastiques, mais des chocs inélastiques, c'est-à-dire des chocs au cours desquels, cette fois-ci, ils perdaient une partie de leur énergie cinétique parce qu'ils transféraient une partie de leur énergie cinétique aux atomes d'hélium. Et du fait de ces transferts d'énergie cinétique et donc de l'interaction avec des atomes d'hélium, ils ont plus assez d'énergie cinétique pour atteindre le récepteur, d'où cette chute d'intensité. Du coup, Franz et Hertz concluent que cette expérience montre que l'énergie finalement des atomes d'hélium sont quantifiées, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent prendre que certaines valeurs particulières qui vont représenter sous la forme d'un diagramme comme vous le voyez apparaître sur la diapositive. Alors, ils expliquent cette quantification de l'énergie des atomes, et en particulier de l'atome d'hélium, par la répartition des électrons en couches et en sous-couches au cours du noyau des atomes. Vous savez en effet que les électrons se répartissent sur des sous-couches électroniques en obéissant à la règle de Klevskovsky. Alors, ils envisagent du coup que l'énergie la plus basse de l'atome d'hélium correspond au cas de figure où les électrons occupent les couches et les sous-couches électroniques les plus proches du noyau en respectant toujours cette fameuse règle de Klevskovsky. Et cet état dans lequel les électrons sont répartis sur ces couches en obéissant à la règle de Klevskovsky correspond à ce qu'on appelle l'état fondamental de plus basse énergie. Les autres énergies des atomes pourraient s'expliquer par le fait que suite à des chocs ou suite à des interactions avec la matière, les électrons finalement de l'atome d'hélium ne vont plus occuper ces sous-couches les plus proches du noyau, mais vont venir occuper une sous-couche située au-dessus. Et donc, cela va donner à notre atome d'hélium, et de façon générale à tout atome, une énergie supérieure à l'énergie qu'ils ont lorsqu'ils sont dans l'état fondamental. Mais lorsque ils acquièrent cette énergie, ces atomes ne sont pas stables. On va dire alors qu'ils se trouvent dans un état excité. Donc si on reprend l'expérience d'Hertz et de Franz, on peut alors considérer que lorsque les énergies des électrons n'est pas égale à la différence, à l'écart d'énergie entre l'état fondamental et l'énergie du premier état excité, les électrons en fait n'interagissent pas avec l'atome d'hélium et ne perdent pas leur énergie. En revanche, lorsque l'énergie cinétique des électrons devient égale à l'écart d'énergie entre l'état fondamental et le premier état excité, ils interagissent avec l'atome qui va acquérir, qui va capter, qui va absorber une partie de cette énergie et passer en fait dans un état excité. On parle alors dans ce cas-là de phénomène d'absorption. Mais comme cet état excité, comme je vous l'ai dit précédemment, n'est pas un état stable, l'atome ne va pas rester dans cet état excité et on peut alors envisager que cet atome retrouve cet état fondamental en émettant un photon qui véhicule l'énergie perdue. Voilà. Donc, grâce en fait à cette expérience, ils mettent en évidence la quantification de l'énergie des atomes et les processus d'émission et d'absorption qui vont expliquer notamment les spectres d'émission et d'absorption que vous avez étudiés en seconde. Donc, dans le cadre de la prochaine capsule, nous allons résumer tout ce que vous avez à connaître sur cette quantification de l'énergie des atomes.